Lorsque les revenus pétroliers de l'Iran tomberont complètement à zéro, cela aura un effet domino sur l'ensemble du système. Les salaires des soldats ne sont plus versés, la production d'armes ralentit, le financement des groupes est interrompu et tout le système de l'État s'affaiblit progressivement. En d'autres termes, le temps ne joue pas en faveur de l'Iran. Chaque semaine qui passe, ils deviennent de plus en plus faibles à la table des négociations. Le message de Donald Trump était clair. Négociez ou soyez complètement submergés par la pression. Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Pendant des décennies, l'Iran a utilisé le détroit d'Ormuz comme une arme. Et c'est vrai, ça a marché. Grâce à ce détroit, environ 20 millions de barils de pétrole passent chaque jour, soit près de 20% de l'approvisionnement mondial. Donc lorsqu'il a fermé, le prix du pétrole a aussitôt augmenté, impactant de nombreux pays. Mais le 13 avril 2026, les États-Unis ont complètement changé l'équation. Au lieu d'avoir peur, ils ont pris l'arme de l'Iran et l'ont retournée contre eux. Ils ont ouvert le détroit au commerce mondial. Mais ils ont fermé la voie de sortie de l'Iran elle-même. Leur pétrole ne pouvait plus sortir. Ce dont ils avaient de besoin ne pouvait plus entrer. Le monde continuait d'avancer. Mais l'Iran est resté à la traîne. Un exemple clair de renversement du rapport de force. L'arme d'autrefois est devenue une prison. Au milieu de tout cela, l'Amérique a montré une force immense. L'un des plus grands déploiements navals de son histoire. Pendant ce temps, la Chine tient des propos audacieux. Mais la réalité en mer était différente. Les pétroliers se sont retirés. Plus de 190 millions de barils de pétrole ont été bloqués. Un réseau stratégique construit pendant de nombreuses années a été interrompu en une seule nuit. Pékin agit avec prudence. Il ne prend pas de risques inutiles. Washington affiche sa puissance. Mais la durée de leur opération a des limites. L'Iran est faible en mer, mais reste une menace sur terre. La Russie observe simplement. Sa capacité d'intervenir est limitée. Et au final, une chose est claire. L'écart entre les paroles et les actes est la véritable mesure du pouvoir au XXIe siècle. Et cet écart pourrait se réduire ou s'élargir davantage dans les jours à venir. Car si un navire venant de Chine tente de briser le blocus, cela pourrait ramener le monde à un moment que l'on n'a pas vu depuis 1962. La crise des missiles de Cuba. À l'époque, ce sont aussi des navires qui ont provoqué la tension. Et à ce moment-là, le monde entier regardait, retenant son souffle. Aujourd'hui, dans le détroit d'Ormuz, c'est la même sensation. Silencieux mais lourd, et tout le monde attend ce qui va se passer ensuite. Et c'est ici que nous voyons la vérité clairement. La même chose se manifeste. Ce qui renforce l'Iran, c'est aussi ce qui l'affaiblit aussi. Le 18 mars 2026, l'attaque a eu lieu. Les avions de chasse israéliens sont entrés et ont frappé la partie la plus critique du système énergétique iranien. Des usines de traitement, des réservoirs de stockage, des pipelines et 2 raffineries à As-Salouy, dans la province de Boucher. Les États-Unis étaient au courant avant que cela n'arrive. Et selon le rapport, Donald Trump a donné son accord. Mais les États-Unis n'ont pas directement participé à l'opération. Certaines parties de l'installation ont immédiatement pris feu. L'incendie a ensuite été maîtrisé. Et aucun décès n'a été immédiatement signalé. Mais le véritable impact ne se mesure pas au nombre de victimes. Cela se voit dans le système. 2 raffineries ont été perdues. Plus de 100 à 140 millions de mètres cubes de gaz ont soudainement cessé d'être produits chaque jour. En raison des sanctions, cet approvisionnement n'a nulle part où aller. L'effet a été immédiat dans le pays. Coupure de courant aggravée et pénurie d'électricité accentuée. À première vue, cela semble être simplement le résultat d'une frappe aérienne. Mais en réalité, la raison est plus profonde. C'est l'emplacement même de l'Iran. Parce qu'environ 70% de l'approvisionnement énergétique est concentré en un seul endroit, peu importe à quel point il est éloigné ou surveillé, cela en fait une cible évidente. Un seul coup suffit pour avoir un impact énorme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le même emplacement qui était une faiblesse est aussi devenu une défense. Juin 2025, sous l'opération Lion Ascendant, l'Amérique a frappé l'infrastructure nucléaire et de missiles de l'Iran. Mais selon les propres responsables iraniens, cela n'a pas été complètement détruit. Pourquoi ? Parce que les installations les plus importantes y sont enfouies dans les montagnes, profondément, protégées, et presque impossibles à atteindre par une frappe aérienne ordinaire. Ce n'est pas un accident. Cela fait partie de leur stratégie. Une défense construite en fonction de leur terrain. Donc quand un responsable iranien a dit « Nous attendons », ce n'était pas une blague. Il y a une raison à cela. Revenons à la guerre Iran-Irak. Dans les années 80, les forces irakiennes sont entrées en Iran.
Au début, leur progression sur le terrain plat s'est bien déroulée. Mais lorsqu'ils ont atteint les montagnes du Zagros, tout a soudainement changé. Les véhicules blindés, efficaces en terrain ouvert, sont presque devenus inutiles. Les montagnes, les passages étroits, les crêtes escarpées, tout cela est devenu une défense naturelle. Cela a ralenti l'avancée, brisé l'élan et rendu presque impossible une victoire rapide. Et c'est ici que l'ensemble du tableau devient clair. L'Iran est difficile à envahir, mais lorsqu'il essaie frapper au bon endroit, il peut être facilement blessé. Un pays solide à l'extérieur, mais avec une faiblesse évidente à l'intérieur. Et dans la guerre moderne, parfois une grande invasion n'est même plus nécessaire. Un coup bien placé sur la bonne cible suffit à changer le cours de la bataille. Mais imagine ceci, tu as déjà franchi les montagnes, les monts Zagros et les monts Alborz. Après toutes ces difficultés, tu es enfin entré en Iran. Mais c'est là que commencent les vrais problèmes. Au centre du pays se trouve ce qu'on appelle le plateau central, une vaste étendue de terre comme enfermée entre les montagnes que tu as traversées. Et comme les montagnes bloquent de presque toute la pluie, il n'y a pratiquement pas d'eau qui arrive à l'intérieur, il n'y a presque pas de vie. Et dans sa partie orientale, il y en a deux parmi les plus dangereux. Le premier est le Dasht Kavir, un vaste désert de sel. À première vue, le sol semble solide, mais dès que vous marchez dessus, il s'enfonce soudainement. Parce qu'en dessous, la boue et le sel se mélangent. Il y a des rivières qui se forment lorsque la glace des montagnes fond, mais elles n'ont aucune issue. L'eau s'accumule simplement et, lorsque la chaleur du soleil la frappe, elle s'évapore et laisse une épaisse couche de sel, un piège qu'on ne voit pas tout de suite. Le deuxième, c'est le Dasht Lut, l'un des endroits les plus chauds du monde. Il n'y a presque pas de pluie, presque pas de vie. Des vents puissants sculptent continuellement la terre. C'est pourquoi son apparence change constamment. Ce n'est pas un désert dangereux seulement parfois, mais un lieu où il est toujours impossible de vivre. Quand tu combines ces deux éléments, c'est comme si l'Iran avait un autre mur à l'est, aussi difficile à traverser que les montagnes à l'ouest. Si tu viens d'Afghanistan ou du Pakistan, c'est ici que tu te heurteras. Il n'y a pas de ligne d'approvisionnement fiable, pas de passage sûr. Il y a quelques oasis, mais elles sont très éloignées les unes des autres. Et à chaque kilomètre, les ressources s'épuisent plus vite qu'elles ne se renouvellent. En d'autres termes, l'Iran est comme une forteresse naturelle. Protégé par les montagnes, entouré de déserts, il rend la tâche difficile à quiconque veut y entrer. Mais si l'Iran est aussi difficile à pénétrer, comment se fait-il qu'Israël parvienne quand même à le frapper? Comment le mettent-ils en difficulté? Comment atteignent-ils des cibles à l'intérieur? Grâce à la guerre moderne, il n'est plus nécessaire de franchir chaque mur. Tu n'as plus besoin de traverser les montagnes. Tu n'as plus besoin de t'aventurer dans le désert. Tu peux désormais contourner tout cela par les airs. Et plus important encore, tu n'as pas besoin de conquérir tout le pays. Tu dois simplement trouver le point le plus faible et frapper là-bas. Tout cela devient possible parce que Israël sait où frapper et quoi éviter. Ils n'ont pas besoin d'envahir tout l'Iran. Ils ont juste besoin d'identifier les parties les plus faibles, et c'est là qu'ils frappent. C'est ici que leur plus grand avantage entre en jeu, la supériorité aérienne. Alors que l'Iran est protégé par des montagnes et des déserts, le ciel reste ouvert et c'est là que tout le système devient vulnérable. Beaucoup pensent que presque toutes les faiblesses de l'Iran ont déjà été touchées, mais selon les déclarations, il y a encore des centaines de cibles potentielles. Il s'agit d'infrastructures, mais il y a une couche plus profonde, l'intérieur même de la société. En Iran, plus de 90% de la population est musulmane chiite. C'est le cœur de leur identité, de leur politique et de leur pouvoir. Mais ce noyau n'est pas réparti de manière égale. Il se trouve au centre du pays, dans le cœur perse où la culture, la religion et l'État se rejoignent. D'un autre côté, les musulmans sunnites, qui représentent un faible pourcentage, se trouvent aux marges du pays. À l'ouest, il y a les Kurdes, au nord, les Turkmènes, à l'est, les Baloutches, et au sud, les communautés arabes du Golfe. Ce n'est pas seulement une question de religion. Il y a un schéma. Ces régions sont plus pauvres, plus rurales. Le contrôle du gouvernement y est plus strict, et surtout elles sont plus éloignées du centre du pouvoir. Et cette distance est depuis longtemps une source de tension. Ce n'est pas un problème nouveau. Ce n'est pas non plus un problème qui a complètement disparu. Et dans l'histoire, ce genre de situation peut être exploité par l'ennemi. Les communautés isolées sont facilement affectées, facilement influencées, facilement utilisées comme point de pression. À cela s'ajoute le terrain. Les montagnes comme les monts Zagros.
et les chaînes de montagnes à l'est atteignent 3 à 4 000 mètres de hauteur, remplies de gorges profondes. Des forêts denses et des passages couverts de neige. Il est presque impossible de tout surveiller, impossible de tout contrôler en permanence. Et derrière ces montagnes, il y a des communautés habituées à ce terrain. Elles possèdent un savoir transmis depuis de nombreuses générations. Elles connaissent chaque chemin. Ils savent comment se déplacer même dans l'obscurité. Dans ce genre de situation, tu n'as pas besoin de passer par la route principale. Tu n'as pas besoin de suivre l'itinéraire habituel. Il existe d'autres voies, plus discrètes, moins visibles, et bien plus difficiles à intercepter. Et c'est là que le combat devient plus compliqué. Parce que ce n'est plus aussi simple. Ce n'est plus seulement une guerre entre nations. C'est un combat qui concerne la géographie, la société et des forces invisibles au premier abord. Et c'est ici qu'entre en jeu une réalité dont on parle rarement. Dans les montagnes de l'ouest de l'Iran, il y a ce qu'on appelle les kolbars. Ce sont des porteurs kurdes. Leur nombre atteint des centaines de milliers. Chaque jour, ils transportent de 20 à 70 kilos sur leur dos. Téléviseurs, climatiseurs, thé, cigarettes, alcool. De loin, ils ressemblent à de petites silhouettes se déplaçant sur la montagne. Mais quand tu t'approches, ce sont des pères et des fils. Ce sont des gens qui vivent dans des endroits où il n'y a presque pas d'économie légale. Mais ce n'est pas simplement une question de faire passer des marchandises. Le même passage est aussi utilisé pour des opérations plus sombres. Le carburant subventionné et les médicaments venant d'Iran sont transportés vers le Pakistan et l'Afghanistan. Pendant que l'héroïne, l'opium et la méthamphétamine venant d'Afghanistan font le chemin inverse vers la Turquie et l'Europe. Et ce n'est pas tout, la même route est aussi empruntée par les armes. Ailleurs, même les drones et les parapendes les sont utilisés, surtout lorsque les sentiers deviennent trop dangereux. En réalité, les montagnes ne peuvent pas fermer ces frontières, et à cause de la pauvreté, les gens continuent de traverser. Et les groupes qui savent utiliser à la fois le terrain et la situation ont trouvé l'une des routes de contrebande les plus importantes au monde. Mais il y a un problème encore plus profond. Au sud-est de l'Iran se trouve le Sistan et Baloutchistan, la plus grande province riche en gaz et en minéraux. Mais malgré cela, c'est l'un des endroits les plus pauvres du pays. Les Baloutches qui y vivent sont sunnites dans un état chiite. Leur ethnie est différente de celle du noyau perse. Et ils ressentent à quel point ils reçoivent peu des richesses du pays. C'est là que commence une tension plus ancienne. Ce n'est pas soudain. Depuis 2004, il y a une insurrection de faible intensité qui se poursuit dans la région. Des attaques visent le corps des gardiens de la révolution islamique, les postes de contrôle de la police et des infrastructures. Cela ne disparaît jamais complètement. Cela n'est jamais totalement maîtrisé non plus. En 2023, un groupe appelé Jaish al-Adl a tué 11 policiers iraniens lors d'une attaque. Et la frontière entre l'Iran et le Pakistan aggrave encore la situation. En janvier 2024, l'Iran a lancé une frappe à l'intérieur du Pakistan. Des civils ont été touchés. Le Pakistan a riposté en ciblant des groupes à l'intérieur de l'Iran. Et ici, le problème devient évident. Sur le terrain, le Pakistan ne contrôle pas totalement son propre Baloutchistan. Et si un côté de la frontière n'est pas contrôlé, toute la région devient encore plus vulnérable. Dans ce genre de configuration, il ne s'agit pas simplement d'une question de guerre entre pays. C'est un réseau de routes, de communautés et de tensions qui existent depuis longtemps. Et dans ce type de terrain, l'ennemi n'apparaît pas toujours sur le radar. Parfois, il est déjà à l'intérieur. Et c'est là que le problème devient encore plus évident. Même le Pakistan lui-même a ses propres luttes internes. Il y a des rébellions. Il y a des groupes qui se battent contre l'absence d'égalité de traitement. Donc ce qui se passe, c'est que deux pays affirment tous les deux qu'ils combattent le même ennemi. Mais ils échangent simplement des tirs à la frontière, une zone que personne ne contrôle vraiment. Parce que le véritable contrôle appartient au terrain, aux montagnes, au désert, à des endroits qui n'obéissent à aucun gouvernement. Dans ce genre de situation, les armes, la drogue et les combattants circulent librement. Et si tu ajoutes à cela une guerre à grande échelle, la situation ne fait qu'empirer. Le corps des gardiens de la révolution islamique est obligé de diviser ses forces, et pendant qu'ils sont occupés sur un front, une autre partie devient plus vulnérable. C'est là que les groupes militants Baloutches entrent en jeu. Certains d'entre eux soutiennent ouvertement les frappes des États-Unis et d'Israël. Ce n'est pas parce qu'ils sont alliés avec eux, mais parce qu'ils voient le chaos comme une opportunité. Une occasion de promouvoir l'idée d'un grand Baloutchistan indépendant, un territoire qui englobe une partie de l'Iran, du Pakistan et de l'Afghanistan.
Et quand le combat en arrive là, ce n'est plus une simple discussion autour de la table de négociation. C'est un combat d'identité, de territoire et d'histoire. Et ce genre de lutte n'est pas facile à terminer. Même à l'époque où la situation était encore calme, l'Iran ne contrôlait pas totalement cette région. Maintenant qu'il y a des pressions simultanées, c'est comme s'ils devaient encore faire face à un nouveau front. Un front qu'ils ne peuvent pas négliger, mais qu'ils ont aussi du mal à contrôler. Mais le problème ne s'arrête pas là. Il y a une autre couche, l'économie. Et même si l'Iran peut encore faire face à cela, il y a un problème plus grave qui n'est pas aussi facile à résoudre, la nourriture. Dans tout le pays, seulement 1/3 des terres sont cultivables. Et parmi celles-ci, seulement 12% sont réellement utilisées. Pire encore, seule une petite partie dispose d'irrigation. Le reste dépend uniquement de la pluie. C'est un pari risqué. Dans un pays où près de 80% des terres sont sèches ou semi-arides. Et quand la pluie ne vient pas, ce n'est pas seulement la récolte qui disparaît, c'est aussi la sécurité de tout le pays. Et c'est là que le problème s'aggrave encore. Ce n'est pas seulement la guerre qui menace l'Iran, il lutte aussi contre la nature. Selon les données satellitaires, près de 68% du pays est fortement menacé de devenir un désert. Cela signifie que la capacité de la Terre à soutenir la vie disparaît peu à peu. Et là où il y a de l'irrigation, il y a aussi un prix à payer. On puise trop d'eau souterraine, c'est pourquoi la salinité du sol et de l'eau augmente. Et plus la salinité augmente, plus la fertilité du sol diminue. Ces effets sont silencieux mais continus. Et la question est encore plus grave. Pourquoi parler d'agriculture alors qu'il manque déjà d'eau potable ? Il y a seulement quelques mois, la crise de l'eau en Iran faisait la une des journaux. Aujourd'hui, elle a été éclipsée par la guerre. Mais même si le monde l'oublie, le problème ne s'arrête pas. En fait, il ne fait qu'empirer. Ce n'est plus simplement un manque d'eau. Les experts appellent désormais cela la faillite hydrique. Entre 2003 et 2019, plus de 200 km3 d'eau ont disparu. C'est plus du double de la consommation annuelle de tout le pays. Et cela s'est produit en moins de 20 ans. Selon le World Resources Institute, l'Iran fait partie des pays ayant le plus haut niveau de stress hydrique au monde, utilisant presque 80 à 100% de ses ressources en eau renouvelable chaque année. Cela signifie qu'il ne reste plus rien pour l'avenir. Si auparavant chaque personne avait un accès suffisant à l'eau, aujourd'hui ce niveau est tombé à un seuil critique. De 4500 mètres cubes par personne dans les années 1970, ce chiffre est tombé à environ 1000 aujourd'hui. Un niveau considéré comme une pénurie absolue d'eau. Et dans une telle situation, même sans guerre, il y a déjà une crise. Mais aujourd'hui, les deux problèmes surviennent en même temps. La guerre en surface et l'assèchement en profondeur. Et lorsque ces deux choses se produisent en même temps, ce n'est pas seulement l'économie qui est affectée, mais la capacité même du pays à survivre. Et c'est là que le problème le plus grave devient encore plus évident. De l'eau restante en Iran, plus de 90% est utilisée pour l'agriculture. Mais la plupart de cette eau est utilisée de manière inefficace, par irrigation, par inondation. Une méthode qui gaspille énormément d'eau, surtout dans un pays qui manque déjà cruellement d'eau. La moyenne des précipitations en Iran n'atteint qu'environ 230 à 250 mm par an. C'est à peine la moitié de la moyenne mondiale. Et 82% du pays a un climat sec ou semi-sec. Presque toutes les pluies y tombent seulement de novembre à mai. Pendant la longue saison sèche, l'évaporation est élevée. L'eau disparaît peu à peu. Les rivières s'affaiblissent ou disparaissent complètement. Et ces effets ne sont plus seulement théoriques, on les voit déjà. Dans des villes comme Téhéran et Ispahan, le sol s'enfonce, lentement mais sûrement. Les routes sont endommagées. Des fissures apparaissent dans les bâtiments. C'est comme si les fondations même des villes cédaient peu à peu. À la fin de 2025, les 5 principaux réservoirs de Téhéran n'étaient plus qu'à 12% de leur capacité. Une crise qui a atteint le point où l'on a commencé à discuter du déplacement de la capitale. Et si tu regardes les lacs, c'est la même histoire. Le lac Urmia, jadis le plus grand du Moyen-Orient, n'est plus qu'une étendue de sel presque asséchée. La rivière Zayandeh, qui autrefois donnait la vie à Ispahan, devient un canal asséché pendant les périodes sans pluie. À la frontière de l'Afghanistan, certains lacs ont complètement rétréci, et ce qui était autrefois sous l'eau est maintenant une source de tempêtes de poussière. Ce n'est plus seulement un problème environnemental, c'est aussi devenu un problème de santé. En d'autres termes, l'Iran ne fait pas seulement face au manque d'eau,
Peu à peu, l'eau qui donne la vie au pays disparaît, et ce qui est plus difficile à accepter, c'est qu'aucune solution rapide n'est en vue. De plus, les montagnes mêmes qui offrent une protection sont aussi celles qui freinent le développement. En 1995, on a tenté d'élargir un projet de tunnel. Sur le papier, cela aurait dû être facile. Mais dès le début des travaux, de l'eau s'est infiltrée par en dessous et le sol s'est effondré. Prévu pour durer quelques années, le projet a été plusieurs fois retardé et achevé seulement en 2002. Voici la difficulté et l'imprévisibilité du terrain. Autre exemple, le barrage de Bakhtiari, projet destiné à devenir l'un des plus hauts du monde, avec un contrat de plusieurs milliards de dollars et des plans, des cérémonies. À ce jour, aucun barrage n'a été construit. Il ne reste qu'un ravin en attente. Dans un tel terrain, il est difficile de construire des infrastructures. C'est cher, c'est long, et souvent ce n'est jamais terminé. C'est pourquoi les régions intérieures de l'Iran semblent fragmentées. Le développement y est inégal. L'économie est différente, les connexions sont différentes, et au milieu de tout cela, il y a deux énormes obstacles. Les monts Zagros à l'ouest, et les monts Alborz au nord. Les Zagros ne sont pas seulement une montagne, c'est une succession de chaînes de crêtes élevées. Elles s'étendent sur plus de 900 miles de long, et dans de nombreuses parties, elles dépassent 3000 mètres de hauteur. À certains endroits, elles atteignent même 4000 mètres pendant ce temps. Les Alborz au nord sont plus étroites mais plus escarpées. Elles s'élèvent soudainement du sol et descendent presque à pic vers la mer Caspienne. Il n'y a pas de pente graduelle. Il n'y a pas de passage facile. Dans l'ensemble, l'Iran est un pays protégé par la nature. Mais en même temps, cela le limite aussi. Une forteresse naturelle avec ses propres fissures à l'intérieur. Et si tu y réfléchis, l'image devient encore plus compliquée. Au nord de l'Iran, il y a une étroite bande de terre le long de la mer Caspienne. À certains endroits, la distance entre la montagne et la mer n'est que de 10 à 70 km. Et au-dessus de cela se dresse le mont Damavand, un volcan endormi de plus de 5000 mètres de haut. C'est le point culminant de l'Iran, et l'un des plus hauts de toute l'Eurasie. Les montagnes ici ne sont pas seulement élevées, ce sont d'anciennes formations terrestres, formées par les violents bouleversements de la Terre pendant des millions d'années. Et jusqu'à aujourd'hui, on en ressent encore les effets. Parce que ces montagnes ne font pas que repousser les ennemis. Elles entravent aussi les communications à l'intérieur du pays. Peu importe combien l'Iran dépense pour les infrastructures, la nature l'emporte souvent. Mais malgré toutes ces difficultés, il y a une partie de l'Iran qui est extrêmement importante pour le monde entier. Et c'est cela qui lui donne son véritable pouvoir. Le détroit d'Ormuz. À son point le plus étroit, il ne mesure que 20 à 24 milles nautiques de large. Et dans ce petit espace, près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite. Plus de 20 millions de barils chaque jour. Cela signifie que presque tous les pétroliers venant du golfe Persique passant par ici. Et l'Iran se trouve sur toute la partie nord du détroit. Non seulement ils observent, mais ils ont aussi un contrôle direct sur la plupart des îles importantes de la région. Cela inclut Abu Moussa ainsi que les îles Grande et Petite Tounb. En plus de cela, l'Iran possède des bases navales à Bandar Abbas, Boucher et Chabahar. En d'autres termes, il peut contrôler ou perturber l'ensemble du flux commercial dans la région. En 2025, l'Iran a même utilisé ce qu'ils appellent la Smart la Smart Control Strategy. Ils choisissent simplement leur cible tout en laissant passer les autres navires. Mais même si l'action est trop limitée, l'impact est immédiat. L'approvisionnement mondial en pétrole a diminué. Le coût de l'assurance des navires a augmenté. Et il est devenu plus dangereux de traverser le détroit. En raison de l'étroitesse des voies de navigation, même un petit incident peut avoir un impact majeur sur le monde entier. Un lieu plus critique encore est l'île de Karg, petite mais essentielle, où transitent presque toutes les exportations de pétrole iranien. Celui qui contrôle cet endroit détient la principale source de revenus du pays. D'un autre côté, il y a des ports comme Bandar Abbas, qui sont importants pour le commerce, mais ils sont aussi limités. Les eaux sont peu profondes, donc les grands navires doivent décharger une partie de leur cargaison dans un autre pays. Quant au port de Chabahar, il a un accès direct à l'océan Indien. Cela semble être un grand avantage. Mais à cause de l'éloignement et du manque d'infrastructures, il ne peut toujours pas remplacer l'importance d'Ormuz. Et c'est là que tu vois l'ensemble du tableau. En Iran, construire des routes ou des voies ferrées n'est pas un simple projet. C'est comme lutter contre la nature. Il y a des tunnels à creuser dans des roches extrêmement dures.
Il y a des endroits qui sont inondés sous terre, il y a du gaz, de la pression et des failles qui peuvent détruire n'importe quel plan. C'est pourquoi même après des décennies, de nombreux projets avancent lentement ou ne sont jamais terminés. Et cela a un impact sur toute l'économie. L'entretien coûte cher. Le transport est difficile, et même les déplacements simples deviennent dangereux. Au final, une chose est claire, la position géographique de l'Iran est ce dont il dépend le plus. Mais c'est aussi son fardeau le plus lourd.